Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du BlablaPod. Aujourd'hui, on va parler des bilans carbone. Avant toute chose, j'aimerais préciser que je ne suis pas un expert et je suis même peut-être probablement au stade d'apprentissage sur le sujet où j'ai l'impression de savoir plein de choses parce que j'ignore tout ce que je ne sais pas. Cela dit, c'est un podcast personnel, ça n'est pas une source d'information et en particulier pas une source d'information sur les bilans écologiques et les méthodes de calcul des impacts carbone, etc. Ce que j'en dis, ça n'est que mon opinion au moment où je le dis, et après tout, ça n'est pas autre chose qu'une invitation à la discussion et au débat. Bref, ceci étant dit, je voulais parler de ce sujet parce qu'il y a quelque chose qui me chicote un tout petit peu. C'est le fait d'évaluer quelque chose d'incroyablement complexe comme nos écosystèmes et nos économies avec une seule variable qui serait l'impact carbone. Le fondement de mes objections, c'est que polluer l'eau, c'est un impact carbone de zéro. Produire des déchets, c'est un impact carbone presque zéro. Alors que, évidemment, brûler des choses, c'est un impact carbone très élevé, etc., etc. On peut pas résumer les impacts environnementaux à une seule variable qui serait la quantité de CO2 ou d'équivalent CO2 qui est relâché dans l'atmosphère, même si c'est une variable importante et même si c'est la variable qui doit retenir notre attention prioritairement, dans le sens que c'est elle qui a le plus d'impact sur les changements climatiques. Je vais faire une pause pour laisser passer ce véhicule. Même si elle est importante et même si elle est sans doute prioritaire aujourd'hui au moment où on se parle, et malheureusement pour de longues années à venir, elle ne dit pas tout du portrait écologique de nos sociétés et de nos habitudes de consommation. Or aujourd'hui, on l'utilise pour tout. Et ça, moi, ça a tendance à m'énerver un petit peu, parce que même si je la trouve extrêmement pratique pour évaluer des décisions à l'échelle macroéconomique, macro-sociétale, macro ceci, macro cela, en revanche, à une échelle plus petite, elle me paraît absurde, et pour faire des compensations, là par contre je pense que clairement ça fonctionne tout simplement pas. Pour pouvoir parler de ça, on est quand même un peu obligé de se pencher sur la façon dont c'est calculé. Et évidemment, comme son appellation l'indique, il s'agit essentiellement de calculer l'impact sur l'atmosphère des activités humaines, et pas forcément humaines d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe quand une activité émet autre chose que du gaz carbonique? Là, on va multiplier la quantité émise par un facteur qui correspond plus ou moins au niveau d'effet de serre que ce gaz est capable de générer. Par exemple, le méthane, c'est un facteur 4 par rapport au gaz carbonique, donc il y a une multiplication par 4. Pourquoi on parlerait du méthane? On parlerait du méthane notamment pour les activités agricoles, en particulier l'élevage de bovins. Et je pense que c'est un bon exemple. C'est un bon exemple
de ce qui peut me faire douter. À l'échelle macro, c'est une bonne façon de calculer quel est l'impact du secteur agricole dans son ensemble. Voilà, il y a X millions de bovins, X millions de poules, et on ne va pas aller regarder est-ce que c'est du pâturage, est-ce que c'est de l'élevage industriel, est-ce que c'est de l'industriel intensif, est-ce que ceci, est-ce que cela. Pourquoi ? Parce que à l'échelle du pays, ça change pas grand-chose, parce que des bovins en pâturage, je sais pas, là, il y en a quelques milliers en France, il y en a zéro en Amérique du Nord, quelques centaines en Suisse, enfin, vous voyez l'idée. Peut-être que je me trompe d'un zéro, hein. Peut-être que c'est quelques dizaines de milliers en France, quelques milliers en Suisse, chose, mais ça change pas le portrait par rapport à des millions en élevage industriel. Au niveau de la direction d'un pays, on n'a pas besoin de rentrer dans ce niveau de détail, on n'a pas besoin d'évaluer le portrait spécifique de ces élevages qui représentent la minorité. D'autant plus que comme la consommation de viande est en augmentation, malgré l'augmentation, elle aussi, du nombre de gens qui ne mangent pas de viande, donc c'est-à-dire que les gens qui mangent de la viande mangent de plus en plus de viande, c'est bien compris. Avec cette pression sur les volumes, ça nous entraîne nécessairement, enfin tous les bovins qui sont rajoutés, ils sont rajoutés en élevage industriel et même très probablement en élevage industriel intensif. Alors, je vais faire une pause parce que je fais une manœuvre de circulation qui n'est pas extrêmement bien prévue. Voilà. Donc le fait d'ignorer les pâturages qui sont en nombre, en quantité finie et qui sont saturés, c'est somme toute assez pratique déjà de base pour le portrait global et c'est surtout 100% véridique pour le portrait futur de l'impact écologique d'un secteur sur ce qu'est né un pays. Or, la façon dont on calcule ça, on le calcule par kilo de production. Donc en l'occurrence, par exemple, le kilo de bœuf. Et donc par définition, plus un élevage est intensif et industriel, eh bien moins il a d'impact. Parce que chaque bovin que l'on traite de façon intensive, eh bien il consomme du grain et autres comment dire, excusez, du grain, des céréales et autres plantes qui ont des rendements importants, donc qui nécessitent aussi moins d'utilisation de composés chimiques, que ce soit pour l'engrais, la fertilisation, mais aussi évidemment de pétrole pour la mécanisation, etc., etc. Et en plus de ça, j'ai perdu le fil de mes pensées. Mais essentiellement là, le mode de production, et en particulier le mode d'alimentation de ces bovins-là, avec la façon dont on calcule les choses, ça a un impact écologique moins important. Or, c'est quand même assez instinctivement évident que si on prend un animal qui a été élevé en pâturage, il produit moins, il a un impact écologique moins important, voire même il a un impact écologique extrêmement proche de ce que les bovins sauvages avaient comme impact sur les écosystèmes lorsqu'il en existait encore. Lorsqu'il en existait encore en Europe. En Amérique du Nord, il en existe encore quelques-uns. Donc on perçoit bien instinctivement qu'il y a une problématique. Et si on regarde dans les détails, il y en a une autre de problématique, c'est que
en réalité, les pâturages, eh bien, c'est peuplé de plantes qui sont essentiellement vivaces, qui offrent donc une séquestration carbone beaucoup plus importante que les plantes annuelles, en particulier que les céréales. Mais ça rentre pas dans le calcul aujourd'hui de l'impact carbone. Alors je suis pas en train d'essayer de vous vendre que manger du bœuf, c'est anodin, qu'on peut en manger à tous les repas, sans se soucier de son impact sur les écosystèmes. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train d'essayer d'amener comme raisonnement, c'est que on peut pas, ou en tout cas on peut pas facilement avoir une démarche de compensation. Je m'explique. Si vous vivez en zone périurbaine, à faible ou moyenne densité, que vous prenez l'auto pour aller faire l'épicerie, pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, pour aller pratiquer des activités périscolaires, des loisirs, etc. Et bref, en gros, que vous faites, que vous êtes entièrement dépendant de l'automobile, c'est pas vrai qu'il vous suffit d'arrêter ou de diminuer la consommation de viande pour avoir un moindre impact sur votre environnement. C'est un calcul beaucoup plus compliqué que ça, mais aujourd'hui, avec la façon dont on calcule les impacts, on ne prend en compte que les émissions atmosphériques et les émissions brutes. Or, si vous vous débarrassez d'une auto par foyer, donc si vous en avez une, vous en avez zéro maintenant, si vous en aviez deux, vous n'en avez plus qu'une, etc., etc. À l'échelle du pays, si ça se réplique, c'est exactement comme si on arrêtait de produire cette auto qui a disparu. Donc c'est un impact qui est concret, qui va être remplacé par pas grand chose. Peut-être la production d'un vélo, peut-être même pas, peut-être quelques kilomètres de plus par véhicule parce qu'il va y avoir de l'autopartage, mais ça va être des choses assez négligeables. Par contre, si l'ensemble du pays diminue sa consommation de bœuf, on va faire le même raisonnement, on va mettre à l'échelle et considérer que cette viande n'est plus produite. Eh ben, y a des terres qui se libèrent. Il y a les terres sur lesquelles on produit littéralement le bœuf. Alors ça, c'est pas forcément grand chose, surtout en industriel et en intensif, mais il y a aussi les champs qui servent à la production de céréales pour nourrir ces bêtes. Ces champs-là disparaissent. La question, c'est par quoi sont-ils remplacés? Et cette valeur de remplacement, elle n'est jamais prise en compte dans aucun calcul. Donc il y a plusieurs options. Soit on n'en fait rien, la nature reprend ses droits, et la nature n'a pas un impact carbone négatif. Parce qu'on a beau dire que les forêts sont des puits carbone, d'abord c'est pas le cas de toutes. Typiquement, les forêts canadiennes sont en général des émetteurs nets de méthane. Ça aussi c'est pas pris en compte dans le calcul, mais je pourrais sourcer un document suffisamment précis pour vous en convaincre, plutôt que d'essayer de vous en raconter les détails. Mais il y a aussi toute la biosphère qui vit là, en fait, toute la biomasse, les insectes, les mammifères, etc. Et si on prend l'exemple de l'Amérique du Nord, où la population humaine a été, disons, assez moins populeuse jusqu'à l'arrivée des Européens, on peut regarder les estimations du nombre de ruminants, donc bisons, etc. Et on peut s'apercevoir qu'en termes de biomasse, la population revient à peu près au même qu'avec les élevages de bétail d'aujourd'hui. Donc il y avait moins de bisons, qui sont des animaux plus gros. Et donc si on prend purement le kilo, là,
ça revient à peu près au même. Et c'est ça le truc, c'est que la Terre, elle soutient à peu près la même quantité de vie. Chaque humain en plus, là, c'est des animaux en moins. Et chaque animal en plus, c'est des humains en moins. Ben, ça, si on accepte de se laisser faire, là. Mais c'est l'idée, il y a un nombre qui est à peu près constant, de vie complexe et élaborée qui peut survivre. Donc, si on laisse ces espaces qu'on a libérés à la nature, eh ben c'est pas un impact zéro en carbone. Alors on s'entend que ça sera sûrement moins que l'élevage intensif qu'on pratique, notamment parce qu'il n'y aura pas d'apport de matières fossiles. Mais c'est loin d'être zéro. C'est pas anecdotique. L'autre option, c'est qu'on continue de s'en servir de façon agricole et qu'à la place, on nourrit des humains. Or, aujourd'hui, on produit suffisamment de nourriture pour tout le monde. La raison pour laquelle il y a des gens, aujourd'hui encore, qui ont des problèmes de sous-nutrition, c'est un problème de répartition des richesses, c'est un problème économique, c'est un problème social, mais c'est pas un problème agricole. Il y a environ la moitié de la population qui est sous-nourrie et la moitié de la population qui est surnourrie. Donc, aujourd'hui, sans changement important, si on ajoute des parcelles pour l'agriculture à destination des humains, donc on remplace celles qui étaient dédiées à l'alimentation des bovins et qu'on les remplace par des parcelles qui sont dédiées à l'alimentation humaine, ça fera juste plus d'humains. Je vous vois venir, si vous êtes un peu attentif, vous allez dire, puisqu'on a retiré de la viande, il faut bien rajouter des calories, donc la compensation est là, mais c'est pas vrai parce que il y a une perte dans le fait de passer par un intermédiaire, en l'occurrence donc le bovin, il n'absorbe pas 100% des calories, et nous on n'absorbe pas 100% de ces calories. Donc cette perte-là, elle s'ajoute à l'échelle, elle est loin d'être négligeable, et donc récupérer toutes ces terres pour l'agriculture, c'est bel et bien ajouter des humains sur la planète. Et donc évidemment, c'est pas un impact neutre. Et ces questions de remplacement-là, elles sont jamais adressées dans l'impact carbone. Parce quand on introduit ces variables-là, on l'introduit pour des choses qui sont simples. C'est-à-dire, un billet d'avion, c'est tant, et un billet de train, c'est tant. Donc là, le remplacement, c'est vous qui le faites. Dans votre tête, vous regardez, bon, si je prends tel trajet en avion, je pollue tant de fois plus que si je fais ce trajet-là en train, etc. etc. Et pour les destinations où évidemment il n'y a pas d'autres moyens de transport, on part du principe que vous y allez tout simplement pas ou moins souvent. Donc c'est vous qui faites votre calcul de remplacement. Mais quand on se parle de choses plus complexes qui peuvent s'évaluer qu'au niveau macro, comme l'agriculture, l'occupation du territoire, etc., on s'aperçoit que là, au niveau individuel, il n'y a personne qui décide de par quoi c'est remplacé. Donc on ne peut pas se livrer à un calcul avec une seule variable qu'on peut comparer facilement, et on ne peut pas se dire ok, cesser de consommer ou réduire sa consommation de viande me permet de conserver X voitures par foyer. C'est des champs d'application qui sont tout simplement incomparables, même si aujourd'hui, avec cette monovariable qui est les émissions de carbone, c'est ça qu'on fait. Donc mon enjeu est là. Mon enjeu est sur l'arbitrage que les gens vont faire avec ces données-là quand il n'y a pas lieu d'avoir d'arbitrage. En
réalité, on a un objectif global de réduction de, je sais plus, 2% des émissions de gaz à effet de serre. Et la seule bonne façon de le faire, c'est de réduire notre consommation de tout de 2% et ou de faire des compensations dans le même type d'activité. Donc, c'est-à-dire, si on consomme X en transport, eh ben, on peut remplacer son moyen de transport par quelque chose qui consomme Y. Y étant inférieur à X. Mais on ne peut pas facilement faire des compensations intersectorielles, mettre en phase son alimentation et sa façon de se transporter, etc. etc. Voilà, c'est mon point important. Un petit mot sur les compensations carbone légales. Il existe dans plusieurs pays ce qu'on appelle des crédits carbone. Donc, si une entreprise est un émetteur net d'un secteur donné, on prend l'automobile aux États-Unis par exemple, elle va payer des crédits carbone. Et l'idée en arrière de ça, c'est pas tellement de les pénaliser, c'est pas tellement d'avoir un portrait global parce qu'on n'a pas attendu qu'ils payent pour avoir ce portrait-là, c'est plutôt parce qu'on a un enjeu sur la façon dont on calcule l'économie. En particulier, ce qu'on pourrait considérer être une dette climatique, c'est une échéance à tellement long terme, avec des paiements tellement progressifs, que ça ne se reflète pas ou très peu dans l'économie. Il n'y a pas grand monde qui va se dire « Ah, je ne vais pas investir sur une usine qui se trouve à X kilomètres de la mer parce que le niveau de la mer va augmenter, blablabla. » On ne fait pas ça. C'est absurde à l'échelle de temps sur laquelle on travaille. Et voilà, bien que ça soit vrai. Donc, une des façons de refléter cette dette climatique qu'on contracte avec nos activités humaines, eh bien, c'est d'introduire ces crédits carbone. Évidemment, les industriels sont pas chauds à l'idée de juste payer comme ça. Alors, en particulier, il y en a aussi beaucoup qui vont émettre des objections de « Ah ouais, mais là, on donne de l'argent au gouvernement, est-ce qu'il fait vraiment mieux que nous ?» Et ce sont des objections qui sont parfois valides. Donc, comme d'habitude en politique, il ne faut pas introduire le bâton tout seul, il faut l'introduire avec une carotte. Et la carotte, c'est le fait que les entreprises qui polluent moins que la moyenne peuvent vendre les crédits carbone et que chaque entreprise a un stock de crédits carbone en sa possession qui correspond peu ou prou aux objectifs d'émission du secteur et blablabla et blablabla. Et donc, il y a une économie de compensation carbone qui se crée avec des gens qui plantent des arbres, avec des entreprises qui se rachètent des crédits carbone, etc. etc. Tesla a été longtemps connu pour faire pas mal d'argent avec la vente de ces crédits carbone. Et donc, on a l'impression qu'en fait, la compensation, c'est quelque chose de normal, de mathématiquement et écologiquement correct, et qu'à l'échelle individuelle, on peut le faire. Mais la réalité, c'est que la compensation carbone dans le secteur automobile américain, elle est sectorielle. Elle ne touche que l'industrie automobile. On ne peut pas acheter les crédits carbone, à moins que je me trompe, mais on ne peut pas acheter les crédits carbone d'une entreprise, d'une autre industrie. Et sur les compensations à base de plantage d'arbres, etc., ça se fait en dehors de tout cadre légal. Il n'y a pas de compensation légale de crédit carbone parce qu'on a financé la plantaison d'arbres. Plantation, excusez. Et certains pays, par contre, le font. Mais là, les pays, les autres, ils sont libres de la façon dont ils calculent
leur impact carbone, leurs objectifs, etc. C'est une des critiques d'ailleurs des accords de Paris, c'est qu'on se fie à la bonne foi de chacun, comme s'il y avait une autre façon de faire. Hein. Mais voilà, j'espère que c'est... Je sais que c'est un peu fouillis, je ne l'ai pas écrit à l'avance, ça fait pas si longtemps que ça que je réfléchis à cet épisode. Mais non, je sais bien que c'est un peu confus, que je m'exprime lentement, que je reprends mes phrases beaucoup, mais j'espère quand même que cette discussion vous aura intéressé, poussé à vous questionner un peu plus et évidemment à me challenger. Dites-moi si je dis des bêtises, expliquez-moi les détails de certains calculs si j'ai trop approximé ou que je me suis carrément trompé. Je suis vraiment curieux de lire vos réactions sur le sujet.